Euh, donc 2 juin déjà. Donc cet essai sera autour de la thématique métaphysique de l'instant. Ce n'est pas la première fois que je parle de l'instant, cela m'a toujours interpellé. Le temps qui est évidemment la succession ou l'entassement ou finalement la somme d'instants. Le temps est composé d'instants ou en sous-catégories, donc appelés instants, moments, puis après, tout dépend. L'instant, c'est assez souple. Alors l'instant, c'est le temps de voir émerger une pensée, de voir comme ça se profiler un souvenir, le temps de ressentir une chose, l'instant quand j'ai pris une chose et que j'ai mordu dedans. Donc cet acte va provoquer quelque chose, soit une satisfaction conséquente, soit une satisfaction moindre, et donc, mais finalement, l'impression ne durera pas longtemps, elle durera le temps d'un instant. Un peu, c'est assez bref. Il y a des instants qui, eux, vont pouvoir un peu se prolonger, je pourrais même dire, s'éterniser. Donc, métaphysique, c'est-à-dire, on voudrait, la métaphysique, c'est la volonté d'aller au-delà de ce qui est apparent, de ce qui est presque aller au-delà du réel. En tout cas, aller au-delà du réel dans sa version la plus commune. C'est dépasser le cadre presque logique, le cadre cognitif classique pour aller voir s'il n'y a pas autre chose qu'on pourrait utiliser pour mieux illustrer la multiplicité des sensations et des impressions qui nous traversent. Quelquefois, nous n'avons pas les moyens de nommer une sensation, nous la percevons comme particulière, mais nous n'avons pas la capacité à l'identifier réellement pour ce qu'elle est, etc., de lui donner une, comment dire, de lui donner une forme, une sorte de presque de personnalité, ça ne fonctionne pas. Donc, la métaphysique, évidemment, sans le versant classique de la métaphysique, est simplement une chose au-delà de ce qui est à notre portée de la façon la plus, la plus courante possible. Et après, se projeter au-delà, même dans l'au-delà tout court, l'au-delà de tout ce qu'on veut, l'au-delà de la perception, l'au-delà de la compréhension, l'au-delà de l'anticipation, l'au-delà de l'intuition, l'au-delà, tout ce qu'on veut comme au-delà. Après, même l'au-delà de la foi, il y a bien sûr un au-delà à la foi. On peut avoir une foi assez, presque assez, comment dire, assez commune. Et puis, quelquefois, nous essayons d'aller voir ce que cela peut bien cacher ou au-delà de cette première dimension de la foi, voir si s'il n'y a pas moyen de se doter d'une foi encore plus, une foi un peu, comment dire, en tout cas, voilà, c'est compliqué de parler de la foi, dans le sens, c'est le mot métaphysique qui m'a ramené vers le mot foi,
ce n'est pas exact. Que le mot foi est un mot un peu d'usage facile. On peut le mettre où on veut. J'ai foi en la rationalité. J'ai foi en j'ai foi aussi. Je peux avoir foi. Des gens cumulent les deux. Foi très grande foi dans le rationnel et en même temps ils sont irrationnels, voilà, s'exprime un peu la dualité, si ce n'est pas la trilarité de l'être, il y a plusieurs dimensions à l'être, et ces dimensions peuvent cohabiter presque sans se heurter, sans conflit, cohabiter presque pacifiquement. Donc la dualité, en tout cas on reste au niveau de la dualité, donc la foi oblige, le mot même foi oblige un peu à s'interroger sur finalement la validité sur le long terme de nos affirmations, de nos convictions. Nous savons que si nous laissons de côté la foi, on va entrer dans un monde un peu incertain. Et une chose que nous ne aimons pas énormément, c'est l'incertitude, sauf évidemment sur un plan, je pourrais dire, une sorte de jeu rhétorique où alors l'incertitude, l'intranquillité, l'instabilité, l'inconfort, après tout, c'est facile d'en parler, mais après, s'il s'agit de vivre dans l'inconfort, j'imagine que c'est pas évident du tout. Alors, cette image que tous nous avons rencontrée, celle du fakir en Inde, le fakir en français, qui s'allonge sur une planche hérissée de clous. Ah, c'est possible que, évidemment, on a vu d'autres impossibles, que ce soit quelque chose de, une performance vraie, que ce soit une sorte de supercherie, donc c'est pas... Mais la foi, qu'est-ce que je voulais dire par là? J'ai oublié. Je suis toujours pas nourri. Alors, cette métaphysique de l'instant, je l'ai empruntée à une chroniqueuse d'une émission de radio qui, elle, avait appelé sa chronique petite métaphysique du dimanche soir. Et donc moi, évidemment, ça m'a donné envie de travailler sur la petite métaphysique de l'instant. Après, j'ai dit, pourquoi petite? Pourquoi pas métaphysique tout court? Ni grande, ni petite, de la métaphysique. De la métaphysique à ma façon, et non pas selon une façon qui serait académique ou une façon recommandée. Là, voilà, je disais oui, la foi, c'est donc la certitude dans le sens où nous savons que nous pouvons nous appuyer sur toute une tradition. Mais si nous laissons de côté la tradition, nous allons nous devons innover. Nous devons créer des choses à partir de rien. Donc si on ne peut pas récupérer des éléments dans la tradition parce qu'on rompt totalement avec la tradition. Donc c'est une rupture très coûteuse et finalement il est rare qu'elle aboutisse à quelque chose. Donc beaucoup de gens font machine arrière et en se disant de toutes les façons en termes de coût-bénéfice, je vais redevenir croyant. On ne sait jamais, cela pourra peut-être être bénéfique pour moi dans le delà, etc. Et puis, je reviens vers mon groupe et mon groupe, il va s'occuper de moi, disons qu'il va prendre soin de moi dans ma vie de mort et c'est important. Alors je ne sais pas si les non-croyants, ceux qui n'ont pas la foi, s'ils ont des cimetières pour eux, ou alors s'ils pratiquent un autre rite funéraire, c'est-à-dire ils passeraient directement à la crémation qui finalement efface toute trace de l'existence d'un être.
c'est l'effacement pur et simple, la dématérialisation absolue, ou presque, évidemment, mais c'est pas loin d'être absolu. Donc le problème est la métaphysique de l'instant. C'est vrai, l'instant, on est toujours devant, souvent on a affaire à la contradiction. La contradiction qui est illustrée de plein de façons, qui se retrouve donc ici ou là, bien triomphante, la contradiction. Et simplement, je suis étonné par la facilité que j'ai à dire ces choses que je suis en train de dire. J'en conclus un peu prématurément que le travail antérieur m'a été bénéfique et donc je n'ai pas d'énormes difficultés à continuer. Je tenais à le dire et à me le dire surtout. Après, j'ai un petit souci qui est revenu parce que je suis allé chercher du côté d'un mort je me rends compte que ce mort-là était très intéressant pour moi. Alors, voilà, je ne peux rien faire. Ce mort qui a précédé le décès de ma mère dans la même période de temps, à peu près, à 3 mois près, voilà, on va dire ça. Et ce qui fait que, voilà, 2 mondes qui s'éteignent pour moi, sauf que, évidemment, on se rend compte que les gens qu'on perd à un moment donné, il est possible, il est même certain qu'on les ait perdus bien avant, que finalement, avant de mourir, physiquement, ils étaient déjà plus tout à fait vivants. Les gens que l'on a côtoyés, dont on a gardé une image d'être vivant, d'être dynamique, d'être en capacité, cette image-là, il aurait fallu la retoucher. Comment la retoucher? Voilà, ma mère, des AVC, etc. Et puis, ma mère peut-être aussi ayant des pertes cognitives et peut-être aussi une dépression chronique une dépression un peu morbide, et puis l'autre, celui qui est mort, qui était un historien de profession et peut-être de vocation aussi, celui-là, j'ai l'impression d'être à la radio en train de parler. C'est vrai que j'ai l'impression, avec toujours ces choses qu'on apporte, les synonymes, puis aussi les précisions. C'est comment se fait le discours, comment se crée et se continue, se perpétue le discours de quelqu'un qui est à la radio, qui peut-être aussi, qui n'a peut-être pas beaucoup de choses, mais pas beaucoup de matière, mais ce qu'il va faire, c'est qu'il va avoir recours à un maximum de subterfuges pour essayer de donner, comme s'il gonflait, s'il insufflait de l'air dans son propos, et évidemment, son propos va prendre des dimensions importantes. Voilà un propos gonflable, voilà un ballon gonflable, et alors qu'en fait, la matière, c'est vrai, en écoutant quelqu'un qui parle de la Bible, un Allemand qui s'est spécialisé dans l'archéologie de la Bible un peu, et des personnages de la Bible, etc. Notamment, c'était la personne de Joseph, et donc Joseph, peut-être fils de Jacob, si je me souviens bien. En tout cas, voilà. Et puis, c'était intéressant parce qu'il disait qu'il parlait de l'esclavage et donc vis-à-vis de la doxa ou de la légende hébreu qui veut que les Hébreux étaient captifs en Égypte. C'est pas grave, chaque peuple a ses légendes, ça, finalement. Il n'y a rien y a rien à contester là-dedans.
vous pouvez avoir les légendes qui vous arrangent. Donc, et après, il disait que même les Hébreux pouvaient avoir des esclaves. En fait, les esclaves, c'était plus des serviteurs que des esclaves. La chose que finalement j'ai pu un peu observer indirectement au Maroc, un peu vers la fin de l'esclavage, c'était un esclavage domestique, un esclavage servile, plutôt qu'un esclavage main-d'œuvre. Il ne s'agit pas du tout de faire les tâches, d'exécuter des tâches pénibles. Ces tâches-là étaient réservées à une main-d'œuvre libre, mais qui était quand même, qui n'avait pas les moyens. Donc, il y avait des contrats comme ça passés entre le propriétaire de la terre et celui qui va l'exploiter. Donc, le propriétaire se réservant la moitié de la récolte. Évidemment, celui qui a travaillé la terre, qui a amené tout, qui a amené les semences, qui a labouré, qui a évidemment suivi un peu, qui a protégé le champ, qui a pris soin de la culture, qui finalement après l'a moissonné et la, comment on appelle cette opération, qu'il a battu, etc. Et donc, après, il faut la rendre, évidemment, totalement prête à l'emploi. Donc, c'est beaucoup de travail pour seulement une moitié des bénéfices. Donc, voilà, c'est cette main-là qui... ou alors, c'était même pas ça, je ne sais pas, parce que ces gens-là, ils avaient pour nom Khammes. Donc, Khammes, c'est celui qui travaille en 1/5. Je ne sais même pas. Donc, c'est même pas moitié-moitié, c'est peut-être 1/5. C'est sûrement, donc si c'est 1/5 de la récolte, c'est très, très, très grave. Donc, l'instant, il nous transporte pas loin, ou très loin même. Un instant, voilà, et un instant, et finalement, peu importe, toutes les portes qui étaient fermées jusque-là s'ouvrent d'un seul coup pour nous permettre de passer de l'autre côté, simplement. Il faut être là au bon moment. Là aussi, évidemment, il faut pas rater ce moment-là parce que c'est un moment qui ne se répète pas. Donc, l'occasion de sa vie, évidemment. Et l'instant, là aussi, être prêt finalement à recevoir, être prêt à recevoir la révélation. Quand finalement la lumière se fait dans votre esprit par rapport à une chose que vous avez toujours essayé de comprendre ou de, 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 de que vous avez essayé de la ramener à quelque chose, de l'intégrer à quelque chose. Voici donc un élément qui s'est toujours présenté séparé, et là, d'un seul coup, vous avez la capacité d'en faire une partie de quelque chose de plus grand. Voilà, cet élément-là, il trouve sa place, il devient peut-être, par ce biais-là, il devient beaucoup plus explicatif, beaucoup plus expressif, beaucoup plus signifiant. Donc la chose, tout ça, enfin, je me rends compte que tout ça, c'est une affaire de langage. Là, il ne s'agit pas de dire quelque chose qui n'a pas été dit, c'est uniquement de faire usage des possibilités du langage. Ça reste du langage. Mais finalement, d'un point de vue quantitatif, d'un point de vue qualitatif, il n'y a rien, il n'y a pas d'information en tant que telle. Il y a des propos et des propos, et c'est tout. Voilà. Donc le métaphysique de l'instant, c'est vrai que dans cette idée, on récupère, aujourd'hui, j'ai dû récupérer quelque chose comme un travail que j'aimerais bien faire ça. Et finalement, je ne sais pas d'où je l'ai récupéré. L'homme, moi, ça m'est venu comme ça, l'homme sans talent. Parce que j'essaie de savoir pourquoi je n'ai pas pu trouver ma voie, donc ça m'a conduit. Mais l'homme sans quelque chose, ça a déjà été
utilisé par d'autres. L'homme sans, je ne veux pas dire l'homme sans ombre, l'homme sans passé, l'homme sans, sans mémoire. J'invente. Il y a sûrement un titre très parlant. Mais moi, donc, j'ai envie de travailler, mais je sais que je ne vais pas le faire. Mais je me réserve quand même un peu en mettant ça au milieu d'un propos pour que ce ne soit découvert que par des gens vraiment motivés. Et c'est pas grave si ils trouvent comment utiliser cette thématique de l'homme sans talent ou l'homme sans quelque chose. Alors, je sais pas, moi, ça me correspond, le mot sans talent, ou l'homme sans qualité. Voilà, l'homme sans qualité. Donc, l'instant, comment parler de l'instant sans trahir justement l'instant, sans aller un peu regarder à côté, essayer de fouiller dans quelque chose qui n'est pas de l'ordre de l'instant. Donc, j'ai commis plusieurs infidélités à l'instant. À l'instant, c'est... Donc, je vais reparler des contradictions, puisque c'est la chose la plus récente. La mort de cet historien, bon, c'était il y a déjà 1 heure et quelques. Là, c'est plus récent. On voit quelqu'un qui crie une chose, qui affirme une chose, qui se détermine en tant que porteur d'une pensée, porteur d'une opinion. Après tout, c'est toujours ce problème de la détermination, du positionnement, ou finalement du choix. On choisit un camp et de ce fait, de facto, on se retrouve un peu dans la position de celui qui est l'adversaire, voire l'ennemi de l'autre camp. Là, c'est le camp de mes alliés, l'autre camp, celui d'en face, où tous les autres camps, ce sont des potentiels ennemis, donc dont il va falloir se protéger, quitte finalement à faire dans la guerre préventive, dans l'agression préventive, pour parler plus justement. Donc l'instant, comment on traduit l'instant? La métaphysique de l'instant. On sait, tout le monde sait qu'on est relié au passé. Tout à l'heure, j'ai vu une personne qui était en train de parler, et d'ailleurs, la caméra, le réalisateur a dû le remarquer aussi, c'était très flagrant, une expression simiesque. Comme on dit, au-dessus au niveau de sa mâchoire supérieure, il y a une sorte d'arc qui se dessine, et ce côté un peu prognate fait que ça fait très simiesque. C'est pas que en soi, ce n'est pas une difformité, au contraire, moi je suis content que quelque part on retrouve les traits simiesques en nous, puisque nous sommes des singes nous aussi, donc c'est pas du tout c'est pas du tout quelque chose c'est pas une anomalie, c'est plus la réapparition d'un trait commun, d'un trait morphologique commun entre nous, les hommes, et les autres, voilà, appelés primates, voilà, nous sommes évidemment des primates, encore que ce jugement, cette définition, cette détermination de primate est un peu problématique. Il n'y a pas de primate, il n'y a pas de primaire, il n'y a pas de premier, en ce sens qu'il y aurait un premier, puis un premier qui serait plutôt un peu
un peu simple, puis il y aurait un peu, voilà, un peu animal, un peu gouverné par l'instinct, puis l'expression la plus aboutie, celle de l'être évidemment supérieur, gouverné par la raison, gouverné par en capacité de finalement de mettre au pas ses instincts et d'en être plutôt de pas voilà. Donc l'idée c'est que on aimerait au-delà de ce qui est apparent, on aimerait que quelque chose en nous, on sait qu'on a un lien, une génétique. Ma nuance de peau, c'est une affaire de génétique. Et cette peau, dans cette nuance, elle parle énormément. Et puis, mon visage parlerait encore plus. Et évidemment, tout en moi parle, comme évidemment tout en toi parle, mais il y a des choses qui parlent et qui ne sont pas visibles. Donc il faut presque les déduire, les imaginer même. Donc on aimerait un peu comme ça pouvoir, je sais pas, comme une sorte de vision qui serait, puisque on est porteur d'un patrimoine, mais qu'on ait accès à un moment donné, une sorte de vision de nos ancêtres, je sais pas, on pourrait même accepter qu'ils viennent nous visiter en rêve. Je sais pas, voilà, les rêves, on se souvient pas toujours, sauf évidemment hier où je me suis souvenu d'un rêve qui était assez réel, voilà, un rêve, voilà, et ça me fait penser. Donc c'est pas ce qui se passe en cet instant, c'est ce que moi je dis en cet instant. C'est comme ça que j'essaie de contourner la difficulté que j'ai à ne pas parler de l'instant. Donc je parle de l'instant indirectement en ramenant des choses déjà passées, les ramener dans l'instant. Voilà, je fais pas de hors-sujet de façon très flagrante. Donc c'est assez extraordinaire puisqu'il y a quelqu'un qui passait de la de comment dire, de la bidimension à une sorte de tridimension. Quelqu'un que j'ai vu, je pense, dans un film. Et puis j'ai l'impression. Donc j'étais avec quelqu'un qui m'apparaît plus jeune par ses formes. Un petit ventre, pas du tout de ventre même, vraiment. Et puis moi, je me suis pas vu, je me suis pas vu. C'était moi, mais en même temps, c'est comme si j'avais la question de mon âge, la différence d'âge n'existait pas. Mais la réalité de cette relation, j'allais dire, cette relation de couple avec cette personne, elle était tellement réelle et elle est plus réelle, évidemment. Elle était plus réelle à l'instant où je me suis réveillé. Elle était plus réelle et encore plus quand j'en rêvais, elle était plus réelle que ce que j'ai pu vivre avec d'autres gens. C'était réel. En ce moment, c'est en train de, évidemment, de s'en aller et ça devient. Mais ça m'a laissé une sorte de goût agréable sur la langue. Quelque part, j'ai été très content de me réinstaller dans quelque chose qui s'est bien passé. J'avais un rapport à quelqu'un qui était un rapport, là, évidemment, la temporalité dans les rêves, c'est tout sauf la temporalité dans l'éveil. Donc, j'ai dû sauter je ne sais pas combien de temps. Alors quelques mois, j'imagine que ça a pris du temps pour qu'il y ait cette aisance dans le rapport à l'autre, cette naturalité, voilà, ce côté souple et cette relation qui était une relation sans éclat, je veux dire sans explosion, sans ça allait de soi.
il y avait pas de conflit, il n'y avait pas. C'était une belle relation. Alors c'était un sentiment de tranquillité et de bien-être difficilement comparable avec ce que j'ai pu vivre, voilà. Parce que là, la différence des gens que j'ai pu évidemment côtoyer de très près, c'est que cette relation, elle s'est arrêtée parce que j'ai dû me retourner dans mon sommeil. C'est un peu bizarre le rêve. À un moment donné, on a envie que se prolonge, mais c'est comme si on ressentait un peu le danger. Il faut arrêter le rêve. Il est très bien, il est super, mais à un moment donné, il faut faire quelque chose. Il faut bouger pour interrompre ce rêve, parce que ça pourrait nous emporter totalement. On pourrait choisir de ne pas d'y demeurer, de ne pas se relever, de ne pas se réveiller. Donc c'est ça le danger. Donc on préfère, voilà, il y a une sorte de désir contradictoire, envie de prolonger, en même temps envie d'arrêter. Mais ça s'est arrêté, évidemment de ma faute à moi, mais ça s'est arrêté, mais ça m'a pas laissé un arrière-goût d'amertume ou de frustration. Non, c'était très bien. C'était très bien et c'était extraordinaire. Et personne n'a dit des mots, les mots qui blessent à l'autre. On s'est quitté, mais on s'aimait toujours. Je suis sûr que, voilà, évidemment, ça marcherait pas si je pouvais, évidemment, me réinstaller dans la relation cette nuit. Enfin, c'est pas possible. Mais en tout cas, c'est, voilà, donc c'est une chose que vous avez, une chose unique que vous avez eue entre vos mains mais bon, voilà, il faut comme on dit, les meilleures choses ont une fin et les meilleures histoires ont une fin et ça s'est terminé. Donc l'instant, on n'est déjà plus du tout dans la nostalgie. Il y a eu le moment nostalgique et puis je suis passé à autre chose. Je suis passé à rien même. Je pense à rien, je désire rien, mais simplement. Donc revenir sur la contradiction entre, à un moment donné, on n'arrive même pas à déterminer ce qui est réellement notre intérêt et ce qui pourrait mettre cet intérêt dans la difficulté. On prend une décision, on émet une opinion, on décrète plus ou moins une sorte de... qu'est-ce qu'on décrète? On décrète... en tout cas, on s'engage, on engage un peu, soit dans une position, dans une... et puis finalement, cet engagement va impacter une grande partie de notre vie. Finalement, la personne à qui on dit non, ben, sur le moment, peut-être ça nous a paru logique et plutôt recommandable, mais plus tard, ce nom-là, il y a peut-être ma série de noms peuvent avoir été fataux ou fatals. Donc, évidemment, il y a des noms. Alors, on a toujours le nom de De Gaulle, mais c'est un nom, évidemment, que l'histoire a retenu parce que ça s'est bien terminé pour De Gaulle. Mais imaginons que ce nom, les conduit, comment dire, et provoquer et amener pour lui un destin, je sais pas comment dire, qu'il est finalement fini, exilé à Londres, et puis voilà, qui passait toute sa vie finalement au ministère des Affaires étrangères ou je sais pas quoi, ou à l'ambassade de France, voilà, gouvernement que la Grande-Bretagne
reconnaît évidemment une sorte de, de, de survivance de ce qu'aura été la France. Non, il y a eu donc des noms, il y a beaucoup de noms qui finalement nous font plus de mal que de bien. Donc finalement là, quand je dis précipitamment à quelqu'un non, ou quand je dis aussi oui, mais souvent euh, c'est oui, on peut demander un temps pour dire, pour accepter, pour abonder dans le sens de l'autre. Mais par contre, quand il s'agit de refuser, souvent les refus sont instantanés. Et c'est ça le problème. Ou alors les refus, ça se manifeste par une indifférence à tout ce que l'autre peut proposer. Je suis pas concerné. Je dis rien. Et dans ce sens-là, il y a ce terme qui dit, cette maxime, ou je sais pas quoi, cette sagesse populaire qui dit, qui ne dit mot qu'on sent. Il y avait aussi cette petite vulgate qui dit là aussi en arabe, si je me rappelle plus, mais en tout cas, la femme qui ne dit rien, finalement consent. Là, c'était pour la femme. C'est un peu plus, c'est réservé aux femmes, mais sinon, la vulgate française, elle est beaucoup plus inclusive. Donc, il y a des absences de réponse qui ne veulent pas dire oui, mais qui veulent dire non, en fait. Non, tout court, simplement. C'est pas la peine de revenir sur le sujet, c'est pas la peine de t'entêter, c'est ce que tu proposes ne m'intéresse pas. Voilà donc l'instant, l'instant du basculement. Voilà la métaphysique de l'instant, c'est l'instant du basculement. Et cette course, voilà, j'ai retrouvé un peu le cœur du sujet. Et en fait, on est toujours en train d'apporter des corrections. Alors, c'est repentir sur repentir. Finalement, le tableau n'est jamais fini. On est toujours en train, il est toujours sur le chevalet, et je suis toujours en train je ne suis pas prêt d'en être satisfait. J'apporte une petite correction et le lendemain, je vois que non. Donc, soit j'efface ce que j'ai rectifié, soit je continue. J'apporte une petite touche de couleur ici ou là. Donc, ne change pas la dimension du tableau, ni finalement ce qu'il reflète. C'est au niveau des détails, c'est au niveau, je peux rajouter un personnage, je peux essayer d'améliorer la lumière, je peux peut-être essayer de mieux représenter la perspective, mieux travailler les ombres et les lumières, pourrait toujours. Donc on est là et donc c'est une chose totalement, comment dire, évidente, c'est qu'on décide, tiens, ce jour-là, je sais pas, on est toujours en train de se recréer. Alors évidemment, dans la légende proche-orientale ou moyen-orientale, en tout cas, Dieu aurait créé le monde en 6 jours, puis bon, il s'est reposé le jour septième. Mais le problème, c'est que Dieu n'a pas été obligé de recréer le monde, même si évidemment dans le Coran il y a cette idée que Dieu a recréé le monde, a effacé le monde et puis plusieurs fois il a été obligé d'éliminer l'humanité. Un certain nombre d'humanités s'est succédé sur la surface du monde. Bon, ça c'est une version, je ne sais pas d'où elle vient, comment ça se fait qu'elle a été récupérée, comment ça se fait que le Coran l'ait récupéré et intégré. En tout cas, l'idée que voilà, 7 jours, 6 jours de travail, tandis que nous, on se recrée perpétuellement. Donc notre œuvre n'est jamais terminée, n'est jamais achevée. Donc on pourrait
Donc on décide. Je sais pas, l'année 2000, bon, autour de l'année 2000, il y avait cette histoire par rapport à la symbolique et par rapport à ceci ou à cela, je ne me rappelle plus, c'était par rapport à l'informatique, je ne sais plus quoi, et quelle était réellement la question, la peur qu'il y avait. En tout cas, et puis, on peut décider que en l'an 2000, eh ben, on commence toujours, le changement d'année fait que l'on s'engage dans une sorte on a un cahier, non pas de doléances, mais un cahier de souhaits. Voilà, j'ai envie de faire, de faire, de faire. Et puis on se rend compte que, au fur et à mesure des jours qui passent, il y a des choses qu'on ne va pas faire. Donc on reporte la décision, on reporte l'exécution de l'acte souhaité, ou même voire chaudement recommandé, un acte salutaire qui pourrait être salutaire, on le reporte. Alors on le reporte et on suit par là une sorte de temporalité qui pourrait être, ou de date, ou de repère qui pourrait être personnel à soi. Alors quelquefois c'est l'anniversaire, quelquefois c'est une date, voilà, c'est changement de saison, équinoxe de printemps, équinoxe, je sais pas quoi, ça peut être quelque chose comme ça. Alors le 1er mai, voilà, le 1er mai, souvent c'est le début et la fin des mois. Alors le 1er juin, donc on se dit, tiens, c'est comme si je récupérais une sorte de virginité, une sorte de... Et c'est pas vrai. Je suis déjà inscrit dans une continuité. Cette continuité qui s'est exprimée à plusieurs reprises a des chances de se poursuivre. Je suis et je serai toujours fidèle à moi-même. Il n'y a pas d'espoir si l'on considère ça sous cet angle-là. Il n'y a rien à attendre. Il n'y aura pas de changement. Ce qui fait que le changement ne venant pas, l'écriture restait toujours en attente. Je suis passé à l'oral en se disant que l'oral, au moins, il y a du concret. Au moins, quand je commence une chose, j'essaie d'arriver jusqu'à un certain niveau. Je pousse. Là, je suis à 42 minutes. Que demande le peuple? Je suis extraordinairement satisfait d'être arrivé à 42. Je vais essayer de pousser jusqu'à 1 heure et je m'arrêterai. Donc l'idée, l'instant, donc recréer, essayer de nouveau de trouver quelque chose, de s'ancrer dans la terre et de dire ce corps dont je n'ai rien fait, ce corps dont je n'ai pas fait un outil de défense, ce corps que j'ai négligé, etc. C'est définitif, ce corps ne va plus être aimé par personne, ça c'est clair, même moi je ne l'aime pas. Mais fondamentalement, il reste une sorte de vestige, un vestige très très faible, très peu substantiel, cette chose. Alors uniquement ce qui devient de l'ordre du vestige, c'est au lieu de faire un acte en continu, on va faire un acte comme ça de temps en temps. Alors je fais bouger un peu ma main, je tourne mon poignet, simplement parce que je veux lutter contre une sorte d'ankylose, voilà. Mais je m'arrêterai très vite je m'arrête. Il n'y a pas de prolongation, il n'y a pas la foi. Il n'y a pas la foi dans l'avenir de ce corps, il n'y a pas la foi dans rien. Donc ça fait que un acte, tous les actes d'incroyance sont évidemment présentés et sont mis comme ça. Comment donc métaphysique de l'instant, c'est très marrant, une théière qui est faite pour le thé et à côté il y a un verre qui est fait pour le café qui est
offerte par une marque de café qui fait, elle aussi maintenant, qui fait du thé, mais normalement, finalement, on marie les deux et souvent, c'est toujours, on va au plus facile à un moment donné, on a envie de, de comprendre ou de se comprendre, et dès qu'on a euh, le début d'une explication, on s'en satisfait. On ne pousse pas plus loin, on ne va pas chercher, on ne va pas se fatiguer à chercher à donner plus de corps, à donner plus de netteté à la chose que l'on a senti venir. Je la prends telle qu'elle, un peu mal dégrossie, et c'est pas un problème. Et alors ces arrangements que l'on fait avec soi-même, que l'on fait avec ses intérêts propres, que l'on fait avec la vérité, que l'on fait avec le devoir, que l'on fait avec les serments, que l'on fait avec le sens avec la valeur, fidélité, ces choses que l'on fait avec sa pérennité, ces arrangements que l'on fait avec sa pérennité, comment finalement on accepte de ne pas se reproduire, non pour des raisons philosophiques, mais uniquement par une sorte de désintérêt pour le sujet. Alors, sauf si on était porteur d'un patrimoine génétique défaillant, et à ce moment-là, le fait de s'exclure de la reproduction de l'espèce, en fait, c'est pas nous qui l'avons décidé, ça s'est décidé en dehors de nous, ça s'est décidé d'une autre, je sais pas, sur un autre plan. Voilà, c'est des processus qui font que l'espèce se choisit elle-même les représentants qui vont lui permettre d'assurer sa pérennité. Et ceux qui n'ont pas, c'est parce qu'ils ont un problème quelque part. Ils sont anormaux, ils souffrent d'anomalies, alors voilà. Donc je peux considérer que peut-être moi je suis l'aboutissement d'une sorte de procès génétique arrivé à son terme et qui ne peut pas aller plus loin. Évidemment, si ça se trouve, j'aurais pu me mettre avec quelqu'un qui a un patrimoine génétique très différent du mien, et à ce moment-là, j'aurais pu évidemment échapper peut-être à mes défauts possibles. Et à ce moment-là, peut-être j'aurais pu permettre l'expression d'un nombre réduit d'éléments peu intéressants dans mon patrimoine génétique. Mais bon, finalement, c'est comme ça que l'on se retire du marché de la reproduction, c'est comme ça que l'on démissionne, voilà, j'ai démissionné, mais en fait, sans avoir jamais vraiment pris conscience. Donc l'instant, il amène quoi? L'instant, il amène une sorte de continuité, dans une sorte de... Un peu, à un moment donné, ça devient un désaveu. Et c'est vrai que ça correspond, ce moment de désaveu, ça correspond à un moment de baisse de la tension. C'est-à-dire le corps qui commence un peu à lâcher prise. Et à ce moment-là, c'est pas le bon lâcher prise qui se produit, c'est un lâcher prise qui signifie que l'on est arrivé un peu à la limite de ces possibilités, que évidemment on a pu parler à son aise, on a pu s'exprimer, on a eu quoi? Une demi-heure, ça suffit, c'est largement suffisant. Le corps s'est fatigué, il a fourni beaucoup d'énergie, et maintenant il réclame voilà, l'arrêt de cet effort. Vous voyez, donc comment je me retrouve ramené finalement mes problématiques ordinaires, problématiques dans lesquelles évidemment je peux parler de
des aveux, alors qu'évidemment j'étais loin de penser à l'idée encore d'affirmer cela. Oui, des aveux, je me désavoue, ouais, je n'ai pas spécialement grande estime pour moi-même. Jamais je n'ai réussi à m'estimer. Ça, comment dire, c'est assez régulier. Il y a pas moyen, il y a pas moyen de se, de trouver sauf pour ce travail de la prise de la parole qui est évidemment qui est un travail qui au moins cet effort-là, je suis dans la continuité, je n'ai pas arrêté parce que je n'ai pas d'auditeurs, parce que je n'ai pas d'abonnés, parce que ma chaîne n'intéresse personne, ça ne m'a pas empêché de retrouver de la motivation, de retrouver de l'entrain pour entreprendre de nouvelles aventures, de nouvelles explorations. Alors, je vais contrôler pour voir, donc il reste à peu près 9 minutes, avec comment je vais les passer ces 9 minutes, comment je vais les remplir. L'instant métaphysique de l'instant. S'il était possible de demander pardon, parce que ça pourrait faire plaisir à quelqu'un, ça pourrait peut-être, je sais pas, il y a des pardons qui finalement sont peut-être plus pour la forme que pour le fond, mais ils sont nécessaires tout de même. Alors, tu es resté absent pendant tout ce temps et tu viens demander pardon et tu penses que ce pardon que tu demandes a effacé toutes tes années d'absence. Alors, 12 années d'absence et tu voudrais que je les efface, que je les oublie, que je te pardonne. Et tu voudrais que je te pardonne alors que tu m'as laissé mourir sans que même j'ai pu te voir une dernière fois. Et tu veux que je te pardonne alors qu'en fait tu m'as fait faux bon et tu m'as laissé tomber alors qu'en fait je t'avais invité à venir me voir, à venir me tenir compagnie, à venir un peu partager quelques mots avec moi. Je t'ai dit où j'étais, tu pouvais venir, tu pouvais m'appeler, tu pouvais te présenter chez moi, je t'aurais accueilli avec plaisir. Voilà, donc qu'est-ce qu'il faut sélectionner de l'instant pour encore tenir pendant les 8 minutes qui restent. Et c'est vrai que on s'adresse à quelqu'un. Alors, évidemment, j'ai vu une sorte d'ennemi. Alors, ennemi, je ne sais pas si je dois le considérer comme un ennemi. Je ne sais pas d'ailleurs ce que ça veut dire, un ennemi subjectif. J'aurais peut-être dit c'est un ennemi objectif. Et je ne sais pas si ce que ça veut dire un ennemi subjectif, ce que ça veut dire exactement un ennemi objectif. En tout cas, une personne qui va à la facilité, qui dit d'un texte que je trouve intéressant, en tout cas, un texte intéressant, qui a formé ma langue, qui a formé ma prose et ma poésie, qui a formé mon vocabulaire, qui m'a donné ce que j'ai pu utiliser longtemps après, une capacité de jouir de la langue, une capacité d'être à l'aise dans la langue. Et ce livre-là est pour moi un livre singulier, un livre, un petit ou un grand trésor, et quelqu'un qui l'essentialise ou qui le ramène à une partie. Évidemment, si on devait me juger par rapport à un trait que j'ai, ou par rapport à une chose que j'aurais dite, ou par rapport à une chose que j'aurais faite, ça va être très réducteur. Je ne suis pas, évidemment, je suis pas une seule chose, je suis évidemment multiple. Et puis, il faut prendre aussi en compte l'élément temporel,
c'est vrai que j'ai pu être un peu, comment dire, un peu blessant à un moment donné, mais il y a longtemps que cet être blessant a disparu. C'est donc là aussi, il peut y avoir un contexte. Il faut voir ce que le contexte génère. Donc un livre, même révélé, il est inscrit dans dans son histoire, inscrit dans son contexte. Évidemment, il reflète aussi donc ce, ce qu'était ce contexte. Donc quelqu'un qui ne connaît pas du tout la poétique de ce livre, qui ne pourra jamais avoir accès, mais qui condamne le livre en entier. Ce livre est magnifique par sa poésie et par ses rimes, par sa mélodie, par sa musique, par sa phraséologie. C'est un livre extraordinairement inspirant, extraordinairement vivant. Et ce n'est pas, comment dire, c'est pas pour rien qu'il est récité. L'acte premier, c'est l'acte de la récitation, l'acte de la répétition dont on ne se fatigue jamais. Parce que le texte est prenant, parce que le texte est entraînant. Après, évidemment, la chose est que c'est un texte divers, pour dire polymorphe, protéiforme, tout ce que l'on veut pour parler de la variété des styles, de la variété des formes et finalement une sorte de richesse euh, pro, profusionnelle presque. Voilà donc quelqu'un que une personne estime et que moi je n'estime pas parce que je peux le prendre pour une sorte d'ignorant, une sorte d'inculte et même un imposteur ou un faiseur, simplement une sorte de magicien. On sait que les magiciens, ce sont d'ailleurs des comment dire, les magiciens, ce sont des spécialistes en supercherie, hein, c'est ça. Il n'y a pas de magie, il y a juste des tours. Donc voilà quelqu'un qui était, qui pratiquait le verbe, mais parce que c'est un magicien du verbe dans le sens, il fait dans la supercherie, il utilise des moyens pour intéresser les gens, pour avoir un public autour de lui. Il sait comment faire, il sait comment subjuguer les foules, il sait comment s'attirer la bienveillance et l'admiration des foules. Donc voilà comment j'ai rempli, sans citer évidemment la personne en question. Voilà à l'instant, finalement un acte. C'est aussi, ça a autant de valeur qu'une parole. Une parole dite dans un contexte très très particulier. Donc cette parole, évidemment la personne n'est pas nommée, donc il n'y a aucun risque pour que mon jugement puisse lui parvenir. Et même si je l'avais nommé, il n'y a pas de risque non plus. Et finalement, même quand on fait un acte, par exemple un acte de correction de quelque chose qu'on estime finalement devant être corrigé, ça ne change rien dans le fond. Tout ce que l'on fait, nos actes, qu'ils soient justes ou injustes, tout cela finit par s'enfoncer dans le néant. Il n'y a rien qui puisse survivre, il n'y a aucun acte, il n'y a aucune bonne action qui puisse finalement déboucher sur, je ne sais pas, quelque chose doté d'une permanence, je ne sais pas. C'est vrai que j'ai grandi en partie avec cette idée que celui qui évidemment plante un arbre fait une bonne action, celui qui creuse un puits fait une bonne action, mais évidemment le puits peut évidemment avoir une vie assez longue, mais un jour le puits, soit il est comblé, soit il est à sec, l'arbre peut mourir aussi, donc finalement tout ce que l'on fait, considéré comme des actes
altruistes, des actes qui vont bénéficier à la postérité, mais même la postérité, elle finit par s'éteindre, tout s'éteint, comme on parle d'action de justice, l'extinction d'une action en justice, ben, tout s'éteint. Les bons comme les mauvais actes, les bonnes comme les mauvaises paroles, les jugements, qu'ils soient favorables ou défavorables à une personne, tout ce que l'on fait. Voilà. Et dans le domaine du numérique, c'est encore plus vrai. Le numérique est ce qu'il y a de plus, finalement, ce qui se prête le plus à l'effacement, le plus facilement à l'effacement. Il suffit peut-être d'une tempête solaire, d'une certaine puissance pour que tout soit effacé. Enfin, c'est un peu comme ça. Donc on vit avec du provisoire, on vit dans l'instant. Et voilà, notre horizon, c'est l'instant. Après, évidemment, on passe d'un instant à l'autre, mais il y a des instants qui ne sont que la réplication des instants précédents. Il y a des instants qui sont un peu différents. En fait, on promène finalement notre désespoir ou notre frustration d'un instant à un autre, quoi. Je passe jusqu'au moment où, voilà, où tout va s'arrêter pour moi. Je n'aurais plus le pouvoir la possibilité d'éprouver quoi que ce soit. Donc l'instant, c'est intéressant de reprendre le travail sur l'instant, aussi un travail sur le temps, mais c'est plutôt l'instant, un travail de remplissage un peu, voilà, donc il y a quelque chose, il faut la remplir avec des matériaux divers, il n'y a pas besoin de choisir des matériaux précis, tout est bon, il suffit, tout est bon, l'important c'est de remplir ce vide et de le faire disparaître. Voilà comment j'ai rempli un peu l'espace d'une heure. Voilà, c'est bon, c'est une heure. Je peux m'arrêter après avoir eu une petite montée d'inspiration, puis après j'ai dû finalement redescendre et voilà, donc on voit la différence entre les deux moments, un moment où vraiment j'étais très bien, puis ça j'ai décliné et voilà, c'est comme ça que les choses se passent. Et voilà, donc on se tient compagnie, on essaie d'occuper nos instants avec quelque chose qui ne soit pas dans la répétition ou dans la consommation de ce que d'autres ont fait, la consommation qui n'apporte pas grand-chose, même si quelquefois certains éléments sont réutilisés dans les propos divers et multiples que je mets en place. Mais en tout cas, pendant ce temps-là, je n'ai pas touché au clavier, je n'ai pas été lire des choses dont j'ai pas besoin, je n'ai pas regardé une fiction qui, au fond, ne m'apporte pas grand-chose et je ne me suis pas livré à des attouchements sur moi-même, ce qui est évidemment le degré ultime de la désespérance, le degré ultime du désœuvrement. Donc c'est comme ça que je termine, voilà, un peu malgré moi, je termine ce propos, évidemment toujours dans les conditions d'une sorte désolation ou avec l'environnement. J'ai des choses dans les oreilles voilà, qui me protègent des, des agressions de l'extérieur, venant de l'extérieur. Quelquefois, ces agressions n'en sont pas réellement. Il s'agit de gens qui parlent, mais ces gens-là, finalement, non seulement ils se rencontrent, alors qu'en fait, normalement, la période n'est pas
tellement recommandé pour n'est pas tellement finalement favorable aux rencontres, donc ils font fi des menaces en cours. Et puis moi j'ai personne, donc ils prennent des risques peut-être, mais ils sont même si je voulais prendre des risques, je n'ai personne avec qui prendre ces risques-là. Donc c'est ça la question. Mais j'ai pas envie d'entendre des voix qui pourraient me faire penser à un temps où moi aussi je pouvais verbaliser, hausser la voix et ne pas du tout considérer que finalement être plus préoccupé par la qualité de l'échange que par l'échange lui-même, par la qualité, par la personne que j'ai en face. Voilà, et comme ça. Plutôt que pour, évidemment, aujourd'hui, je suis prêt à prendre n'importe qui, tout sauf rester seul, mais plus personne. Voilà, l'instant, c'est un instant d'un aveu, encore un aveu, l'aveu d'une sorte de mise à l'écart continue et finalement sans rémission. Voilà. C'est comme ça que l'on travaille. Là aussi, on travaille sur le maintien d'un certain potentiel intellectuel, un potentiel cognitif, un potentiel sémantique. C'est à force, il faut travailler. Il faut travailler et quelquefois on rencontre une difficulté, on oublie un terme ou quelquefois on n'a pas un terme très précis, on utilise un terme un peu proche, mais pas tout à fait le bon terme, ou alors on utilise un peu toujours les mêmes termes, alors qu'en fait, mais c'est déjà ça, c'est pouvoir tenir pendant 1 heure, c'est en soi une réelle performance, sans évidemment prononcer les mêmes choses. On peut tenir pendant des heures en répétant la même phrase. Là, c'est à chaque fois en essayant de changer, de varier les positionnements, de varier de varier comment dire, non pas les élans, mais de varier les dynamiques, de varier les points de départ, les points de varier les énonciations, de varier tout un tas de choses. Un moment comme une promenade, on suit quelqu'un, voilà, quelqu'un qui progresse. Alors on ne regarde que lui, il progresse parmi ses mots à lui, il progresse dans son jardin privé et on est là finalement à s'intéresser à ce qu'il dit, à ce qu'il détaille, à ce qu'il présente, à l'histoire qu'il est en train de raconter, l'histoire qu'il a avec une chose, avec un élément de ce jardin, et voilà. C'est comme ça. Donc bienvenue dans mon jardin privé, encore une fois. À vous de donner corps au votre jardin privé. Et après, vous pourriez inviter les autres à venir y séjourner, les inviter à venir un peu constater les résultats, les bons résultats, comme peut-être les résultats moins bons. Mais un jardin, c'est un lieu d'expérimentation, c'est un lieu de renouvellement, c'est un lieu qui montre qu'un lieu qui demande beaucoup, mais qui finalement offre des récompenses à la hauteur peut-être des efforts fournis. Donc allez-y, mettez en place vos jardins et essayez finalement de les remplir, de les faire vivre et de les faire prospérer.